Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler évidemment de Gaza, nous allons parler des 5 motions de censure que à la fois le Rassemblement national et le Parti socialiste ont refusé de voter, nous allons parler du scandale d'État Betaram, nous allons parler de Attal et des macronistes qui sont de retour et du 22 mars générique. Alors évidemment, pour commencer, je veux dire notre inquiétude totale face à ce qui est en train de se passer à Gaza. Ça fait maintenant plusieurs semaines que Trump explique que les habitants, les Palestiniens de Gaza doivent être déportés dans d'autres pays, à la fois en Égypte et en Jordanie, pour construire la plus grande station balnéaire sur les rives de la Méditerranée, pour faire une Riviera à la française au Proche-Orient. Voilà ce que propose Trump depuis plusieurs semaines, dans un silence quasi complet de l'ensemble des gouvernements du monde. Et lorsque l'Égypte et la Jordanie protestent en disant qu'ils refusent ce nettoyage ethnique que propose Trump et qui est le rêve de Netanyahou, c'est-à-dire de vider complètement la bande de Gaza des Palestiniens et d'avoir pour Israël un accès direct à la mer, eh bien Trump menace à la fois l'Égypte et la Jordanie qui refusent de leur couper les aides américaines qui sont extrêmement importantes pour ces deux pays. Donc, nous sommes face à une montée de l'international des suprémacistes qui propose tout simplement de mettre fin à la possibilité d'un État palestinien. Alors, face à cela, Trump a encore monté d'un ton en disant qu'il n'y aurait dans tous les cas aucun droit au retour pour les Palestiniens, ce qui est pourtant inscrit dans les accords et notamment dans le droit international pour le droit au retour des Palestiniens sur la terre qui est la terre de l'État d'Israël dans les résolutions qui parlent de la solution à 2 États, seule solution pour que le peuple israélien et le peuple palestinien puissent vivre en paix et en dignité. Face à cela, le cessez-le-feu qui a cours depuis maintenant plusieurs semaines est en danger avec le Hamas qui a indiqué qu'il ne libérerait plus les otages israéliens puisque Israël bafoue l'accord du cessez-le-feu, notamment avec, dans les premiers temps, l'interdiction pour les Palestiniens de revenir vers le nord de la bande de Gaza, donc dans leur maison qui ressemble bien souvent à un champ de ruines, mais aussi l'interdiction par Israël de faire rentrer, conformément pourtant à ce qu'il est écrit dans l'accord, à la fois des tentes, à la fois des mobil-homes et des fournitures de médicaments pour les hôpitaux, ce qui est inscrit dans l'accord. L'ONU ne cesse de rappeler les deux parties aux accords qu'ils ont signés et notamment au fait de respecter ce cessez-le-feu. Il se trouve que, évidemment, les différents propos de Trump qui ne cessent de mettre de l'huile sur le feu et de nouveau de faire peser le risque que le génocide continue avec évidemment Netanyahou qui va dans la brèche et dit avec son différent gouvernement qu'il pourrait dès samedi reprendre les bombardements et reprendre les tirs sur les Palestiniens à Gaza, fait que c'est une situation qui est extrêmement grave aujourd'hui à Gaza. Donc, nous sommes extrêmement inquiets de savoir si le génocide va reprendre à Gaza et tous les gouvernements, comme le droit international et les instances du droit international, doivent se lever unanimement pour dire que le cessez-le-feu doit être respecté et arrêter Trump et Netanyahou qui ne cessent de vouloir continuer leur offensive guerrière. D'autant que la France n'a toujours pas reconnu l'État de Palestine, alors que s'il y a un moment où la reconnaissance de l'État de Palestine serait extrêmement important symboliquement pour répondre à l'offensive de Trump et de Netanyahou, c'est justement aujourd'hui. Or, depuis des mois, Emmanuel Macron ne cesse de dire que la reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas un tabou. Depuis des mois, Emmanuel Macron ne cesse de dire qu'il le fera à un moment qui est utile. Eh bien, c'est justement maintenant et la France se refuse toujours à le faire. Pire, la France a accepté que son espace aérien soit survolé par Netanyahou, alors même que, je le rappelle, Netanyahou a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre lui. Et nous nous sommes exprimés, nous les Insoumis, cette semaine, pour qu'un cargo qui, en décembre, a livré depuis l'Inde jusqu'en Israël 18 000 kilos d'explosifs, qui sont des explosifs qui servent directement dans le génocide en cours contre les Palestiniens, ne puisse pas accoster à Toulon, comme c'était initialement prévu, car il est hors de question que la France soit complice de ces crimes génocidaires. Donc c'est l'alerte que nous avons lancée, notamment avec alerté par
Progressive International, qui est ceux qui avaient créé le groupe de La Haye avec 9 pays dont je vous ai déjà parlé, dont un des engagements aux côtés à la fois de l'embargo sur les armes, aux côtés du soutien à la Cour internationale de justice et aussi d'interdire voire d'empêcher tout navire qui transporterait une cargaison qui permettrait à Netanyahou de continuer ses violations du droit international. Donc plus que jamais, nous devons nous mobiliser pour la Palestine, car ce qui se prépare est absolument terrifiant et permet ensuite à tout le monde, partout dans le monde, de pouvoir violer les règles internationales, de pouvoir envahir son voisin, de pouvoir menacer, comme fait Trump, à la fois le Canada, le Groenland ou encore le Panama. C'est une bataille à la fois pour la paix et pour le droit international que nous devons de continuer, d'autant que Trump a affirmé que si samedi il y avait la fin du cessez-le-feu, de l'accord de cessez-le-feu, eh bien ce serait un enfer qui se déchaînerait sur les Palestiniens, donc une impunité totale pour Netanyahou pour faire ce qu'il veut sur le peuple palestinien qui est déjà décimé par le génocide qui a cours depuis maintenant 15 mois. Donc évidemment, nous resterons fortement mobilisés sur cette question. Ensuite, je reviens à la situation nationale. Dans la situation nationale, il y a eu pour 5 fois des motions de censure, 5 fois en 1 mois, ou pour la 5e fois en 1 mois, à la fois le Rassemblement national, mais aussi le Parti socialiste ont refusé de censurer le gouvernement Bayrou. En faisant cela, ils ont permis non seulement au budget de l'État, mais aussi au budget de la sécurité sociale de s'appliquer avec des coupes historiques sur la question écologique, alors qu'on voit bien que Mayotte a souffert d'un cyclone il y a de cela seulement 2 mois, qu'on voit bien qu'en Ille-et-Vilaine, les habitants et les habitantes ont dû faire face à des crues historiques et que l'inaction écologique sur lequel Emmanuel Macron et son gouvernement ont déjà été condamnés 2 fois pour inaction climatique va continuer. Donc coupe historique sur l'écologie comme on n'en a jamais vu ces dernières années. Coupe historique sur l'éducation nationale, sur l'enseignement supérieur et la recherche, sur lequel il y a d'ailleurs de fortes mobilisations qui se font réprimer par ce gouvernement. Sur la culture ou encore dans le sport. Mais ils ont aussi laissé passer, et ça à chaque fois vous pourrez dire merci à la fois au Parti socialiste et au Rassemblement national qui se sont pourtant présentés devant les électeurs en disant qu'ils étaient une opposition à Emmanuel Macron et qui pourtant deviennent des soutiens sans participation au gouvernement de Bayrou et à la politique de Macron, puisqu'il y aura une baisse de 4 milliards d'euros sur la santé alors que l'hôpital public et les EHPAD sont d'ores et déjà à terre. Et pourront dire merci aussi au PS et au Rassemblement national les micro-entrepreneurs et les artisans qui vont voir leur TVA augmenter. Et d'ailleurs, quant au RN, ce n'est pas très étonnant puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mesure dans le budget qui permettait de baisser le seuil à partir duquel les artisans et les micro-entrepreneurs sont assujettis à la TVA à 25 000 euros de chiffre d'affaires. Et il se trouve que le RN qui protestait contre cela s'est vu fort mal au point quand on a sorti un amendement qu'ils avaient déposé qui, eux, voulaient baisser ce seuil où on est forcé de payer de la TVA à 18 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ils proposaient juste pire que ce qu'a fait le gouvernement Bayrou. Alors comme les Insoumis se sont battus sur cette mesure, elle est aujourd'hui suspendue, mais nous demandons à ce qu'elle soit complètement supprimée de ce budget et nous avons proposé une loi pour cela. Les apprentis pourront aussi dire merci au PS et au RN puisque tous ceux qui gagnent moins que le SMIC, il y a 1 million d'apprentis dans ce pays, seront eux aussi taxés, ainsi que, par exemple, les fonctionnaires qui, eux, verront leur indemnité maladie baisser. Bref, à chaque fois, pour le budget le pire qu'on ait vu en 25 ans, donc en une génération, qui sont les budgets les plus austéritaires jamais proposés au pays, à chaque fois, on pourra dire merci au PS et au RN qui permettent à la Macronie de faire payer au peuple les cadeaux faits aux plus riches et aux multinationales. Et donc, c'est une stabilité dans les politiques de malheur que proposent à la fois le PS et le RN. Mais pire que ça, ils se sont aussi associés au coup de force antidémocratique d'Emmanuel Macron, puisque à chaque fois, ce sont 4 49.3 supplémentaires qui ont été utilisés par le gouvernement Bayrou et qui ont donc donné lieu à des motions de censure. Et puisqu'ils ont refusé de voter ces motions de censure, ils se sont de fait associés à la fois au coup de force antidémocratique, à la négation du Parlement, mais aussi à la négation du résultat des urnes de juillet dernier. Mais peut-être encore plus grave, ce qui est en train de se passer, et notamment là je pense au Parti socialiste,
c'est qu'ils permettent à un gouvernement de continuer qui pousse à l'extrême droitisation de la société. Pourquoi? Ils laissent ainsi le champ libre à un gouvernement qui propose tout simplement un débat sur l'identité nationale, ce qui est absolument insupportable et qui fait que sur l'ensemble des plateaux télé, maintenant, on demande à l'ensemble des invités qui viennent qu'est-ce que c'est qu'être français. Donc de nouveau, on revient, comme sous Sarkozy, à un débat absolument xénophobe qui est fait sur faut-il garder oui ou non le droit du sol. On en revient à des débats pendant des heures et des heures d'antenne sur le fait qu'il semble tout à fait normal qu'un humoriste, parce qu'il a un pull large, une barbe et un bonnet Zara, soit tout simplement interdit de télé publique, ce qui est d'un racisme absolu, ou encore sur des débats sur est-ce qu'une personne avec un OQTF peut encore se marier avec une autre personne, avec M. Darmanin qui soutient M. Ménard qui est en ce moment même en procès pour justement avoir refusé à deux personnes de se marier parce que là aussi l'amour n'a pas de papier. Bon, donc, ils permettent à ces débats de continuer avec, nous l'avions dit dès le départ, aucune surprise dans le fait que quand vous avez un gouvernement avec monsieur Retailleau qui parle de français de papier, des belles heures de la colonisation ou encore de régression vers les origines ethniques en parlant des habitants des quartiers populaires, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce gouvernement continue à parler et à agir comme l'extrême droite. Et vous l'avez vu notamment avec François Bayrou qui peut en toute impunité, en toute tranquillité parler de submersion migratoire. Du coup, le Parti socialiste a une responsabilité directe dans le fait de permettre à cette politique de continuer avec des plateaux télé que nous n'avions pas vus depuis des années et qui laissent libre cours aux pires paroles racistes et xénophobes. Cela permet ensuite à des médias, des milliardaires, de ne pas parler de beaucoup d'autres sujets. Par exemple, vous aviez vu les médias des milliardaires s'indigner lorsque des étudiants à Sciences Po ont fait 1 minute de silence en hommage aux Palestiniens tués à Gaza. Mais par contre, vous n'entendrez jamais ces médias parler du fait que, par exemple, l'UNI à Strasbourg, ce syndicat d'extrême droite, fait non seulement des saluts nazis, mais aussi un jeu de cartes antisémite sur lequel personne n'a rien à dire, alors que d'habitude, ceux qui veulent donner la morale sont toujours les premiers à taper sur la France insoumise. De même, vous avez des plateaux entiers qui tapent sur la France insoumise, mais 0 minute d'antenne consacrée aux 2 groupes Facebook dans lesquels vous avez 15 députés du Rassemblement national avec les pires propos racistes, homophobes qui y sont prononcés, des appels à exploser des mosquées, des appels aussi à tuer des personnes exilées ou même des appels au meurtre d'Emmanuel Macron. Tout ça, là aussi, n'est jamais un sujet sur les différents plateaux. Et tout ça est là aussi la responsabilité du Parti socialiste qui a refusé de censurer ce gouvernement. Et puis, donc, tous les sujets qui concernent le bilan de 7 ans de Macronie, de 7 ans de politique de malheur, là aussi, ne sont jamais évoqués. Que ce soit le nouveau rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés qui parle d'une explosion de la précarité dans le logement, d'une explosion du nombre d'enfants qui se trouvent à la rue, là aussi, personne n'en parle jamais. Quand vous avez, par exemple, les 300 000 emplois supprimés avec des grèves qui se passent à Lidl, une grève historique des salariés du secteur du jeu vidéo, là aussi, personne n'en parle car ça n'intéresse pas les médias des milliardaires. De même, quand vous avez le scorbut qui revient dans ce pays. Bref, tout ça, on n'en parle pas à la télé et c'est notamment grâce au Parti socialiste qui permet à ce gouvernement de continuer. Mais surtout, il y a un sujet, personne n'en parle alors que c'est un sujet qui est gravissime. Ce sujet, c'est le scandale d'État autour de Betaram. Je vous fais la chronologie de ce scandale de Betaram. Nous sommes en train de parler d'un des plus gros scandales de pédocriminalité de ces dernières années. D'abord, épisode numéro 1, Mediapart fait un article qui révèle que François Bayrou était au courant de ce réseau de pédocriminalité et qu'il n'a absolument rien fait. Ça, c'était mercredi dernier dans Mediapart. Je vous explique. Betaram, c'est un établissement privé catholique qui se trouve à 30 km de Pau, qui s'appelle Notre-Dame de Betaram, dans lequel les enfants de François Bayrou étaient scolarisés, dans lequel sa femme enseignait le catéchisme et sur lequel, c'est ce que révèle l'article, il y a eu plusieurs alertes puisque François Bayrou a eu plusieurs responsabilités où il aurait dû dénoncer ce qui s'est passé, avec à la fois ministre de l'Éducation, député,
maire de Pau, président du conseil départemental et avec plusieurs alertes qui avaient été lancées. Non seulement sa femme y travaillait, je l'ai rappelé, mais l'infirmière scolaire dit qu'elle a envoyé plusieurs alertes à François Bayrou, Premier ministre aujourd'hui. Mais on sait aussi qu'il a parlé avec le juge, je vais y revenir, qui était en charge de l'affaire lorsqu'il y avait 2 viols qui étaient dénoncés. Et il s'est rendu comme ministre de l'Éducation en 1996 dans l'établissement pour soutenir l'établissement alors qu'il avait une plainte d'un élève pour violence. Plainte d'un élève pour violence qui a donné lieu à cet élève des séquelles à vie puisqu'il n'a jamais pu récupérer l'audition et son oreille n'a jamais pu être récupérée. Donc, un cas de violence qui avait fait grand bruit à l'époque et qui était extrêmement grave et François Bayrou, comme ministre de l'Éducation, est venu évidemment défendre cet établissement. Ça, c'est les révélations de Mediapart au début. Ça, c'était mercredi dernier. Mardi, Paul Vannier, pour le groupe Insoumis, pose une question au gouvernement à François Bayrou. Et cette question était de savoir pourquoi est-ce que François Bayrou n'avait pas protégé les enfants de Bétharram. Il se trouve qu'il y a 112 plaintes qui ont été déposées, généralement pour des enfants qui avaient à l'époque entre 8 et 13 ans et qui parlent à la fois d'avoir été frappés, d'avoir été masturbés de force et d'avoir été violés. Voilà de quoi nous parlons. Donc quelque chose d'une gravité extrême. Paul Vannier pose la question au nom de notre groupe pour savoir ce que Bayrou savait et pour savoir pourquoi il ne les a pas protégés. C'est François Bayrou qui a répondu. Et François Bayrou affirme qu'il n'a jamais été mis au courant de tels crimes sur les enfants de Bétharram. Ça, c'était l'épisode 2. C'était mardi de cette semaine, le 11 février. Il se trouve que le soir même, Mediapart publie un deuxième article. C'est l'épisode 3 de ce scandale. Et dans ce deuxième article, ils apportent des preuves que François Bayrou savait. D'abord, ils apportent des preuves avec une lettre qui a été envoyée en 2024 d'un ancien élève avec accusé de réception. Or, l'accusé de réception a bien été réceptionné par François Bayrou, où il indiquait ce qu'il avait vécu à François Bayrou dans un témoignage qui est absolument horrible. Mais l'autre chose, c'est que François Bayrou avait répondu à Paul Vannier que la première plainte était arrivé après qu'il ne soit plus ministre de l'Éducation nationale. Or, ce que révèle Mediapart, c'est que la première plainte date de 1996, celle dont je vous parlais et où il s'était rendu dans l'établissement, et qu'il était encore à ce moment-là ministre de l'Éducation, et que donc comme ministre de l'Éducation, il se devait de dénoncer ces agissements, d'agir et de faire en sorte que cela s'arrête. Car il faut bien comprendre que Notre-Dame de Bétharram est un scandale qui dure des années 1950 jusqu'à 2010, lorsque l'on parle des plaintes. Donc sur une période extrêmement longue. Nous décidons donc avec le groupe parlementaire, mercredi, le lendemain, de reposer de nouveau une question au gouvernement à François Bayrou. Donc Paul Vannier de nouveau pose une question au gouvernement et indique que François Bayrou a de toute évidence menti. Cette fois-ci, François Bayrou ne répond pas lui-même et envoie Darmanin à sa place, ce qui est particulièrement savoureux, qui réexplique que nous faisons de la politique politicienne et que je ne sais quoi, il faut arrêter de parler de ce sujet-là et que François Bayrou n'a rien à voir là-dedans. Il se trouve que le groupe écologiste, après nous, pose lui aussi une question au gouvernement et demande, comme nous, la démission du Premier ministre qui a donc menti devant la représentation nationale et devant les Français. Et à ce moment-là, cette fois-ci, c'est François Bayrou qui répond et qui change légèrement sa version des faits. Cette fois-ci, il ne dit pas « je n'étais pas au courant du scandale pédocriminel à Notre-Dame de Bétharram », il dit « je n'étais pas au courant à l'époque du scandale de Bétharram ». Et là arrive un dernier article, c'est le dernier épisode en date, de Mediapart, non seulement qui redit qu'en 1996, François Bayrou était au courant de la plainte de cet élève puisqu'il s'est rendu dans l'établissement pour défendre cet établissement, mais en plus de cela, il publie une interview du juge qui était en charge des 2 premiers viols dénoncés à Bétharram. Et le juge indique qu'en 1998, il a rencontré François Bayrou et ils ont parlé de cette affaire-là en 1998, donc il était bien au courant, qu'il ne comprend pas pourquoi François Bayrou continue de mentir sur le fait qu'il n'était pas au courant, puisque François Bayrou était venu le voir pour lui dire qu'il était inquiet sur son fils et qu'il voulait savoir si les faits de viol dénoncés étaient véridiques ou n'étaient pas véridiques. Et le juge dit à Mediapart qu'à l'époque, en 1998, il a dit à François Bayrou que les faits étaient avérés et tangibles et que donc
Il n'y avait aucun doute sur le fait que ces faits s'étaient passés, avec des choses qui sont d'une horreur absolue. Par exemple, un des élèves qui a été violé en étant réveillé un matin en lui annonçant que son père était mort et qu'il devait aller à Bordeaux pour aller à l'enterrement de son père, et alors qu'il est encore sonné de cette nouvelle-là, se fait violer dans la douche juste avant de partir. C'est de ça dont on est en train de parler. Donc non seulement François Bayrou a menti, au moins par 2 fois devant la représentation nationale et devant les Français. Mais en plus de ça, il a menti sur un sujet qui est éminemment gravissime, qui est celui de ne pas avoir protégé des enfants de crimes sexuels et de viols, d'attouchements sexuels, avec nombre d'anciens élèves qui, là aussi, sont en train de témoigner. Et je le rappelle, 112 plaintes qui ont été déposées. Et donc, il est hors de question qu'un Premier ministre qui a menti et qui a couvert de tels faits puisse continuer à être Premier ministre. Il doit donc démissionner, c'est ce que nous demandons, c'est ce que des associations demandent, notamment dans des pétitions à signer, et nous ne lâcherons pas cette affaire-là, car François Bayrou a menti, et ce n'est pas possible, encore une fois, d'avoir un Premier ministre qui laisse faire et qui laisse croire que le silence serait encore une option, alors que l'on parle de protection d'enfants qui bien souvent ont des séquelles à vie et qui ont été détruits par leur passage dans cet établissement privé catholique. Donc, nous demandons sa démission. Et je dois dire que lorsque, à la fois, le Rassemblement national et le Parti socialiste refusent de censurer Bayrou en sachant ce que je viens de vous dire, eh bien là aussi, ils permettent à un gouvernement de continuer, dont c'est le déshonneur de notre pays qu'il continue à être le premier des ministres en ayant menti devant la représentation nationale. Alors, quelle va être la suite de tout cela? Puisque je le disais, par 5 fois, nous avons dit au Parti socialiste, attention, c'est la motion de censure qui permet de déterminer qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité, et a fortiori lorsque l'on parle du vote du budget. Parce que dans toutes les assemblées du pays, et même dans toutes les assemblées du monde, lorsque vous votez le budget, vous êtes un soutien au pouvoir exécutif, et lorsque vous votez contre le budget, vous êtes dans l'opposition au pouvoir exécutif. Et que, puisqu'il n'y a pas eu de vote, mais des 49.3, des passages en force sur les budgets, c'est la motion de censure qui permet de déterminer qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité. Alors, nous avons dit maintes fois au Parti socialiste que s'ils voulaient revenir dans l'opposition, il fallait qu'ils votent une de ces motions de censure, ce qu'ils se sont refusés à faire. Alors, je veux commencer par dire que nous prenons acte aujourd'hui de la rupture que le Parti socialiste a fait avec le Nouveau Front populaire, qui dit clairement, dès le début de son programme, que nous sommes une alternative en rupture avec le macronisme et que donc c'est le mandat que nous avaient fixé les électeurs et les électrices en élisant 193 députés du Nouveau Front populaire et en faisant du Nouveau Front populaire la première force aux élections. Les députés du Nouveau Front populaire ont un double mandat, à la fois celui de tourner la page de la Macronie et de son monde de malheur, mais aussi celui de lutter implacablement contre l'extrême droite, après que l'extrême droite ait failli être aux portes du pouvoir en juillet dernier. Eh bien, en faisant cela, en laissant le gouvernement Bayrou continuer, avec Retailleau, avec les mots que Bayrou a prononcés, avec l'extrême droitisation que l'on voit arriver à grands pas dans la société, mais aussi en refusant de faire tomber ce gouvernement Bayrou et donc en laissant la politique de Macron continuer, ils ont failli au double mandat que leur ont donné les électeurs et les électrices. Et je le dis, nous refusons catégoriquement d'être confondus avec ce choix de soutien sans participation. La France insoumise a toujours eu une stratégie de l'union populaire et nous continuerons autour de cette ligne d'union populaire avec, je le rappelle, la France insoumise qui s'est toujours placée du côté de la solution et jamais du problème. C'est nous, alors que nous faisions 22% à l'élection présidentielle et que tous les autres faisaient moins de 5%, parfois 1,7% lorsque l'on parle du Parti socialiste, qui avions à l'époque proposé la NUPES pour essayer d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. C'est nous ensuite qui, malgré le choix des différents appareils, des écologistes mais des autres aussi, de refuser une liste unique aux élections européennes, qui avons contribué à faire le Nouveau Front populaire pour priver l'extrême droite du pouvoir. Nous avons même, à cette époque, nous sommes heurtés au refus du Parti socialiste qu'il y ait un insoumis à Matignon, alors que, je le rappelle, nous sommes le plus grand groupe parlementaire du Nouveau Front populaire. Et nous avions même, à cette époque, ouvert la voie à la possibilité d'un gouvernement sans participation des insoumis pour que le programme du Nouveau Front populaire puisse s'appliquer. Nous n'avons eu en retour qu'une absence de solidarité totale à toutes les attaques qui sont faites contre la France insoumise, voire même parfois la participation aux campagnes de dénigrement contre nous. Je rappelle aussi
que nous nous sommes heurtés en cours de route au refus du Parti socialiste de nous donner ne serait-ce qu'une seule place aux différentes listes sénatoriales. Donc, je le dis, nous ne passerons plus notre temps à justifier les décisions injustifiables du Parti socialiste qui ont rompu avec le nouveau Front populaire et nous continuerons autour de la stratégie de l'Union populaire et autour de notre programme. Donc aujourd'hui, l'heure est à l'action envers le plus grand nombre. Nous allons à la fois faire des campagnes sur la question de l'inscription sur les listes électorales contre ceux qui veulent que seulement une partie du peuple puisse voter aux élections, une campagne sur la 6e République puisqu'il est plus que temps de passer à la 6e République et d'en finir avec la 5e République qui donne autant de pouvoir à un seul homme, c'est-à-dire Emmanuel Macron, et au soutien aux luttes sociales et écologiques. Et nous appelons donc à co-organiser le 22 mars des manifestations partout dans le pays contre François Bayrou et son gouvernement, contre l'extrême droite et ses idées, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le racisme. Nous proposons à toutes les forces qui sont clairement dans l'opposition de constituer ainsi un comité de riposte contre le racisme et l'extrême droite. Je crois qu'il est temps que nous réagissions collectivement à ce qui est en train de se passer et de dire que oui, il existe toujours une alternative dans ce pays et que nous pouvons y arriver car nous avons montré en juillet dernier que nous sommes plus nombreux et nombreuses qu'eux. D'autant que je vais vous dire que la fin de règne de la Macronie prend du temps à en finir et à agoniser. Et nous avons pour la première fois dans l'hémicycle revu les macronistes nombreux, ce que nous n'avions plus vu depuis plusieurs mois, puisque les macronistes étaient radicalement absents des bancs. Alors ils sont revenus à l'occasion d'un texte qui est le texte de M. Attal. Et ce texte est un texte qui propose tout simplement de punir, punir, punir. Vous vous rappelez d'Attal qui, lorsqu'il était Premier ministre, faisait des grandes phrases « tu casses, tu répares ». Eh bien, il a proposé un texte qui vise de nouveau à punir encore plus les enfants et donc à augmenter la répression sur la jeunesse de ce pays. C'est d'abord un texte qui est dénoncé par l'ensemble des professionnels du secteur et qui propose même la création d'un délit pour les parents. Je rappelle qu'une grande partie des jeunes qui sont impliqués dans des délits dans ce pays sont des jeunes issus de la protection de l'enfance. Et que donc le premier mauvais parent de ce pays, c'est justement la protection de l'enfance. Et ce texte ne parle jamais de la chose la plus importante qui soit, c'est-à-dire des violences faites par les adultes sur des mineurs, notamment de la défaillance de l'aide sociale à l'enfance qui fait que, par exemple, il y a un an, la jeune Lily qui avait seulement 15 ans s'est retrouvée complètement seule dans un hôtel et s'est suicidée. Tout ça parce que des décrets n'ont pas été pris pour faire en sorte que des jeunes dont l'État a la protection, des jeunes qui sont vulnérables, qui sont des enfants qui doivent être protégés d'après la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée, ne devraient jamais être seuls dans un hôtel. Eh bien, on arrive dans une situation où la moitié des jeunes filles de ce pays qui se prostituent sont des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Voilà quel affreux parent est aujourd'hui l'État. Et donc, le premier délit qu'il devrait créer, c'est de faire en sorte de donner des moyens à la protection de l'enfance. De même, nous sommes révoltés de voir qu'il y a aujourd'hui un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de leurs parents et que rien n'est fait sur cette question. De même que 440 enfants par jour sont victimes de violences sexuelles et que là aussi rien n'est fait. Pire, nous avons un Premier ministre qui a sciemment couvert, en sachant pourtant ce qui se passait, les crimes pédocriminels qui ont été commis à Betaram. Alors, ce que je propose à Attal, c'est-à-dire punir, 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 et aller toujours vers plus de répression, est quelque chose qui non seulement ne fonctionne pas, qui est attentatoire au vu de ce que nous avons signé au niveau des traités internationaux sur la question des droits des enfants, mais qui en plus oublie complètement ce qui est le plus important sur la question des mineurs, c'est la question de la prévention. Parce qu'un mineur, même délinquant, reste un enfant en danger à protéger, et c'est ce que nous avons signé dans toutes nos conventions internationales. Donc, lorsque vous avez des macronistes qui, en plein été, en plein août, alors qu'il y avait un gouvernement démissionnaire, qui ont supprimé 500 postes de la protection judiciaire de la jeunesse, ces gens qui viennent maintenant nous parler de délinquants juvéniles sont des hypocrites, sont des gens qui instrumentalisent des drames. Et quand nous voulons regarder en face dans la société le fait que c'est un drame, qu'un enfant puisse tuer un autre enfant, eh bien, il faut le faire notamment avec plus de moyens humains, plus de moyens financiers pour la prévention et pas ce qu'ils font à chaque fois, c'est-à-dire de nouveau détruire tous les principes du droit, détruire tous les principes qui veulent dire qu'un enfant n'aura jamais le même développement
cognitif notamment qu'un adulte et donc ne doit pas être jugé comme tel quand eux se réjouissent juste de mettre de plus en plus d'enfants en prison. Nous voulons de la prévention. C'est ce que demandent tous les professionnels de ce pays et c'est ce que nous continuerons de porter. En tout cas, il est assez édifiant de voir que la seule chose pour laquelle les macronistes se sont mobilisés, ce n'est pas la faim qui revient dans ce pays, ce n'est pas l'augmentation des salaires, ce n'est pas l'abrogation de la retraite à 64 ans, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait plus une seule personne à la rue et encore moins des enfants qui doivent dormir à la rue. Non, c'est pour de nouveau punir, punir, punir avec le tout répressif pour des enfants qui est absolument contre-productif et dangereux pour notre pays. Donc, en tout cas, tout cela fera partie aussi des raisons pour lesquelles on doit se mobiliser le 22 mars. Notez cette date dans l'agenda. Il faut que cette mobilisation soit massive dans le pays. Nous pouvons faire autre chose. Nous pouvons toujours inventer un autre monde. Et puis, abonnez-vous si vous voulez avoir les autres vidéos. Merci beaucoup.